Donc moi je suis Camille Quatrecou, je travaille au CEREMA, donc c'est le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement du territoire. Donc en fait sur cette opération on a été missionné pour faire l'instrumentation pour essayer de comprendre un peu et d'alimenter en fait finalement la connaissance sur le comportement du béton de chanvre donc dans la rénovation du bâti ancien. Bonjour, David Jabodin, donc je suis responsable de programme pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion qui est Habitat Humanisme sur cette opération, sur laquelle donc, on va retrouver en fait une rénovation de 8 logements avec ce qui est devenu une salle d'activité. Donc on va entre autres vous présenter le cheminement qui a fait qu'on a souhaité faire ce type de réhabilitation avec l'utilisation, entre autres, du chanvre sur ce projet. Oui. Bonjour, Marcela Conci, architecte à conseil au Conseil d'architecture et urbanisme de l'Essonne. Nous, on copilote avec le CAUE 77, qui ne peut pas être là aujourd'hui, on copilote l'étude des instrumentations sur le béton chambre et l'enduit correcteur sur chambre. Donc, on vous expliquera tout à l'heure. Bonjour, donc Laurent Mouly, moi je suis ingénieur et architecte, gérant du bureau d'études LM Ingénieur. Et donc on a travaillé avec Habitat et Humanisme et Dumont-Legrand Architecte qui n'ont pas pu être présents avec nous ce matin pour la réhabilitation de ce bâtiment. Je prends la parole. Je vais juste tirer la main sur la diapo. Donc, on passe la première. On voudrait vous expliquer un peu l'historique d'où il est né cette idée d'instrumenter. C'était en 2018, le PNR du Gâtinais lance une étude pour connaître ou approfondir plutôt la connaissance sur le comportement de la rénovation énergétique des bâtis vernaculaires et plus précisément sur le béton chambre et l'enduit correcteur. Et c'est à partir de là que je propose un partenariat au CAUE 77 qui devient par la suite le maître d'ouvrage de l'étude, étant que c'est le 77 qui finance l'étude. Et le propose le partenariat, donc on lance le CAUE, un peu l'appel à trouver l'ouvrage qui puisse mener ça. Donc, c'est on va dire tout le réseau chambre qui contacte le CAUE, étant qu'il avait une possibilité à Brunois, c'est une commune en Essonne, que lui propose de pouvoir instrumenter, étant que l'ouvrage venait de commencer la rénovation avec l'utilisation du chambre. Et là, étant que c'est une zone, et on avait déjà travaillé avec le 77 sur la promotion et sensibilisation sur les deux chambrières en Île-de-France, Gatti Chambre et Planète Chambre. Donc, on propose le partenariat pour copiloter l'instrumentation on va suivre de 2019, tout juste encore en cours et pendant encore peut-être 2 ans. Et donc, peut-être on va vous présenter, tant que le CAUE 91, il est chargé vraiment sur la valorisation de cette expérience. On a réalisé une vidéo et donc on vous propose de 3 minutes avant de donner la parole à chacun d'entre nous. La politique d'Habitat Humanisme, c'est de pouvoir permettre de proposer des logements dits logements passerelles.
Les locataires signent une convention d'occupation temporaire avec l'association et qui permet en même temps de faire un accompagnement de ces familles. On va être dans un logement sur toute cette partie-là. On va avoir 3 orientations. On va avoir ces 2 fenêtres-là, ces 2 fenêtres-là, ces 2 fenêtres-là. Avec un espace de vie qui sera ici, là, 2 chambres. Et là, on va avoir 2 studios. Ça marche très bien. Toute l'enveloppe est complètement conservée. Il y a 12 cm de chambre, plus un doublage en fermacelle qui vient contre l'isolation intérieure. Donc on a un complexe d'à peu près 15 cm. Merci à tous de vous être déplacés. C'est juste une petite réunion pour se mettre au point sur le processus de pose d'une chambre et également de l'instrumentalisation qui va être suivie par le CEREMA. En fait, ce qui est noyé dans la chambre, ça va être devant vous. En fait, la mesure, elle est ici. Ici, on mesure température, humidité. Là, on a l'enregistreur qui est en dehors, quoi. C'est ce qui nous calcule. Voilà, et en fait, on branche là sur le PC avec le logiciel au bout, on récupère des données. C'est bien de faire à la fin d'une journée, de faire la comptabilisation des emballages perdus. C'est juste de voir que le mélange est bien respecté. Comme ça, c'est pas mal comme voilà. Ça. En fait, il faut pas que si on la met au fond, ça on le voit, qui se on le voit. À partir du moment qu'on le voit ici, on bloque, on isole, et c'est fait. Très bien. Si on veut comparer les résultats et qu'il y en a un qui est à 4 cm et l'autre qui est à 2 cm, ça va un peu changer les choses, quoi. C'est un matériau fabuleux et on en découvre encore des propriétés particulières, mais c'est surtout son phénomène de régulation hygrothermique, le fait qu'il régule l'humidité de l'air, le phénomène d'absorption-désorption permanent, hein, donc une régulation de l'humidité de l'air, du changement d'état de l'eau. C'est vrai que du coup ça permet à chacun de pouvoir avoir une donnée entre guillemets scientifique sur un vécu et surtout sur des cas de famille à qui on doit leur apprendre aussi à faire attention à un budget, etc. Et c'est vrai que c'est les premiers bénéficiaires de ça, ce seront les locataires. Donc, ouais, comme on disait, c'est un projet qui a été mené de longue haleine, pour lequel on a débuté pour nous, on avait fait les premières études vers 2017 pour aboutir à un achat en 2018 et lancer un appel d'offres de maîtrise d'œuvre qui, pour nous, dès le départ, était axé énormément sur qu'est-ce qu'on fait d'un bâti en plein centre-ville. Est-ce qu'on le démolit? Donc, nous, la réflexion, c'était vraiment, on a un patrimoine qui est existant, il est dans un sale état, c'est clair, mais par contre, on peut en faire quelque chose de bien. Et donc, c'est pour ça que c'est lors de l'appel d'offres, l'équipe de Dumont-Legrand et de LM Ingénieurs a permis d'apporter une réponse qui nous satisfaisait sur le volet environnemental, puisque on souhaitait entre autres y proposer de conserver certains matériaux, etc. Donc il y avait toute une approche vraiment aussi bien technique que valoriser le projet qui nous a beaucoup intéressés et on s'est lancé dans l'aventure avec cette équipe-là, comme ce n'était pas une mince affaire sur un bâtiment du 17e. La mairie a aussi beaucoup favorisé le chantier puisque en fait on est juste en face de l'église Saint-Médard en plein centre-ville avec une rue vraiment très étroite, donc la mairie était quand même voilà, on a mené le projet avec elle. Ensuite, ce qu'il faut essayer de voir, c'est notre projet, c'est aussi
Comme je l'indiquais aussi dans la vidéo, c'est in fine pour que les locataires puissent mieux s'insérer et mieux gérer un budget de dépenses énergétiques, et encore plus ces derniers temps. C'était une volonté forte de notre part d'apporter un élément de réponse où, aujourd'hui, finalement, avec le recul, on se rend compte que les technologies qu'on a utilisées, qui sont de base, puisqu'il faut quand même une technologie qui soit accessible, facilement appréhendée par ces locataires, on a permis ils ont mis du temps à s'approprier le logement, mais voilà, c'est pas parce qu'un radiateur, comme on dit, il est froid que ça fonctionne pas. Donc, il y a eu un premier hiver. C'est vrai que c'était un peu compliqué. On nous appelait, oui, mais ça chauffe pas dans le logement. Et quand on leur dit, bah, regardez le thermostat, il fait quand même 22 dans le logement, c'est quand même, c'est pas parce que le radiateur, mais c'est vrai que ce sont des réflexes qu'on peut avoir pour certaines populations aussi, d'avoir le ressenti, d'avoir le chaud en direct et pas travailler sur l'inertie du bâtiment, ce qui a été fait avec l'utilisation du charbon. Donc la surface habitable, c'est 280 mètres carrés pour la partie logement, qui est divisée par des T1, des T2 et 2 T3. Ce qui était intéressant avec la proposition, comme c'est vrai que on n'était pas à l'initiative de cette expérimentation, qui est plus LM Ingénieur, qui nous a mis finalement en relation, et c'est un peu paradoxal, mais l'un des bienfaits des arrêts du Covid-19, c'est ça nous a permis justement de pouvoir vraiment axer le CEREMA, le CAUE, Habitat Humanisme et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre pour pouvoir planifier ces interventions qui finalement, sur site, lors des travaux, comme on dit, les planètes étaient bien alignées pour que tout puisse bien fonctionner. Et donc, quand on a pu reprendre les travaux en septembre, c'était vraiment, voilà, tout le monde savait ce qu'il y avait à peu près à faire, et c'était quand même intéressant aussi bien pour nous, pour avoir une grille de lecture sur ce type de réhabilitation. On met de l'argent supplémentaire, mais voilà, qu'on puisse le valoriser. Pour le locataire, lui, il va le voir directement sur sa facture, et pour nous aussi sur l'investissement, puisque c'est vrai que c'est on investit pour y rester aussi propriétaire pendant X années. Ensuite, on a aussi notre volonté, c'est de pouvoir proposer au rez-de-chaussée un tiers-lieu, donc c'est ce qu'on appelle la maison du coin, qui permet de non pas une ouverture uniquement à nos locataires, mais également sur le quartier. Puisque, en fait, pour ceux qui connaissent Brunois, c'est une commune relativement vaste et avec deux monts. Et finalement, dans le centre-ville, il n'y avait pas beaucoup de salles d'animation pour permettre ce type d'activité. Et voilà, il y a des bénévoles qui suivent un planning pour lequel des gens peuvent développer leur activité. Par exemple, pour faire du yoga ou des choses comme ça, il y a des panneaux de réservation, des animations pour les enfants, des animations de lecture, des petites séances de théâtre. Et donc, également, ce qui est bien, c'est que c'est une grande salle qui est à rez-de-chaussée et qui, malgré tout, est agréable à vivre. Il y a vraiment, sur la totalité du logement, aussi bien du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, ce ressenti de l'environnement, voilà, on s'y sent bien. Donc, c'est une expérience qu'on souhaiterait peut-être éventuellement renouveler, mais c'est vrai que voilà, l'expérimentation va pouvoir nous permettre justement d'asseoir des décisions de cette nature. Et par contre, je n'ai pas de chiffres à vous donner pour savoir exactement les économies d'énergie qu'on peut faire les locataires, du fait que ça fait juste 1 an que c'est en habitation. Et voilà, le gaz et tout ça, c'est encore sur des estimatifs. Oui, je vais vous présenter un peu en détail le projet qu'on a donc réalisé avec Dumont et Dumont-Legrand Architectes.
Et comme le disait David, c'est au moment de l'appel d'offres, on a compris qu'il y avait une maîtrise d'ouvrage qui attendait une réponse un petit peu engagée sur les questions environnementales, mais aussi très soucieuse de la qualité de son bâti et de la qualité de l'intervention pour essayer de préserver un bâti ancien qui était dans un niveau d'altération qui était assez important. Donc le bâtiment, dans son état existant, il était un peu décrépit au niveau des façades. Il y avait beaucoup de problèmes de structure intérieure. On est situé en plein cœur de Brunois, juste à côté de l'hôtel de ville et en face de l'église Saint-Médard, dans un tissu qui est assez dense. L'intervention sur le bâtiment, elle a été très modeste, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout touché aux façades. On a simplement recréé des lucarnes au niveau de la toiture. Au niveau par contre intérieur, comme les planchers anciens étaient en très mauvais état, que les structures en bois étaient altérées ou alors trop faibles au niveau structurel, on a dû déposer toutes les structures intérieures du bâtiment, ce qui fait qu'en fait on a conservé finalement uniquement les murs de l'enveloppe et reconstruit intégralement les planchers en utilisant des structures métalliques et bois, avec donc des systèmes de structures qui sont à peu près équivalents à ce qui préexistait, hein, au sens où on est resté sur un système entièrement de charpente intérieure, et notamment la relation de ces structures avec les murs de façade qu'on a conservés dans leur rôle porteur est restée la même. On a simplement appuyé des poutres en bois ou métalliques dans les murs, comme c'était le cas précédemment. Vous voyez aussi sur la photo que les maçonneries sont des maçonneries qui étaient des maçonneries assez faites avec des petites pierres assisées à la terre, enfin avec un mortier de terre et probablement un peu de chaux. Donc c'était des maçonneries qui étaient assez fragiles, qui n'étaient pas, on n'avait pas du tout de pierre de taille. Enfin c'était quand même un bâtiment sur lequel il fallait qu'on prenne beaucoup de précautions. Et donc les épaisseurs des murs étaient assez variables. On avait en partie des murs au rez-de-chaussée qui faisaient 80 cm d'épaisseur, et en d'autres endroits des murs de 45 à peu près centimètres d'épaisseur, et par endroits au niveau des menuiseries, sous les fenêtres, hein, vous voyez que les maçonneries sont parfois plus faibles. Je crois qu'on avait 20 cm dans les parties les plus petites. Donc au niveau des plans d'aménagement des appartements, on a donc reconstruit un escalier intégralement. Donc cet escalier, il a été reconstruit en charpente, hein, si je me souviens bien, charpente de bois. On a réaménagé le sous-sol, et donc l'escalier était simplement maçonné en béton pour l'accès au sous-sol. Et puis ensuite, donc on avait un système de porteur central qu'on voit. Voilà. On a remis des structures porteuses centrales dans l'axe ici du refend médian, et puis donc un système de poutraison qui reprenait l'ensemble des planchers. L'intervention dans le bâtiment a permis aussi de réajuster les niveaux, les hauteurs des planchers pour retrouver des hauteurs d'étage à peu près homogènes sur l'ensemble du bâtiment, pour que on ait un ensemble de logements qui soient tous habitables. Là, on retrouve le plan de structure, donc avec les systèmes porteurs comme ça en croix, qui ont permis de retrouver des planchers en solivage bois autour de ces systèmes. Donc la réhabilitation finalement de ce bâtiment, ça a été un ouvrage déjà sur le plan structurel très, très délicat, très complexe. Et donc on a déconstruit les planchers en même temps qu'on reconstruisait en fait le plancher de l'étage supérieur, pour que le bâtiment garde une cohésion dans le temps du chantier. Et donc ensuite, notre intervention sur l'amélioration
énergétique du bâtiment, elle s'est concentrée sur cet enduit, enfin ce béton de chanvre isolant qu'on a appliqué à l'intérieur des murs en 12 cm d'épaisseur, avec une finition qui a été pour partie réalisée avec une plaque de Fermacell peinte avec une peinture microporeuse, et pour partie aussi avec un enduit à la chaux de 15 mm d'épaisseur réalisé en 2 passes. Et l'ensemble de ce complexe chaux-chanvre, il vient en application après la mise en place d'un gopti. Vous voyez, les murs sont blanchis là, par le gopti à la chaux qui a permis de reconsolider un petit peu toute la maçonnerie avant application du béton de chanvre. Et donc, on avait cette petite ossature bois au nu intérieur de la paroi qui permettait à la fois de régler l'épaisseur du béton de chanvre au moment de la projection et en même temps qui permettra ensuite de venir fixer les plaques de Fermacell là où on était, donc avec une finition Fermacell. Le béton de chanvre, c'est une technique qui commence à être relativement courante. Il y a des règles professionnelles. Donc, on construit avec la chaîne Voth. La chaîne Voth, c'est le bois du chanvre. Ici, vous voyez la fibre qui part dans le textile pour donc la tige du chanvre. Et le bois, qui est le cœur de la tige, est broyé pour créer des petits morceaux de paille qui font l'agrégat qui est utilisé pour le béton de chanvre. Donc ici, on retrouve cet agrégat à gauche qu'on mixte avec de la chaux plutôt aérienne. Enfin, nous, on est plutôt fan de la chaux aérienne que la chaux hydraulique. Et ça permet donc de créer le béton de chanvre. Et on peut, dans l'assemblage chaux-chanvre, trouver donc différents dosages qui vont permettre d'aller du béton de chanvre, qui est un matériau plutôt isolant dans lequel on va mettre le minimum de chaux, jusqu'à des enduits isolants qui peuvent être utilisés en extérieur, en ravalement par exemple de façade. Et ces enduits isolants, et on va retrouver beaucoup plus de chaux, et l'agrégat, lui, est là en plus faible proportion. Vous voyez les deux images ici qui donnent un peu une idée de ces types de dosages. Et donc sur le chantier de Brunoy, vous voyez l'installation de chantier qui était à gauche. Un des avantages du béton de chanvre, c'est alors il y a différents systèmes de mise en œuvre. En réhabilitation, on peut bancher le béton de chanvre ou alors on peut le projeter. Ici, en l'occurrence, on aurait pu tout à fait le bancher puisqu'on avait toutes ces ossatures bois qui auraient pu nous permettre de mettre des coffrages. Et à ce moment-là, on met en œuvre le béton de chanvre par passe d'à peu près 40 cm d'épaisseur, la hauteur d'une planche de coffrage, et on tasse un petit peu au fur et à mesure qu'on le met en œuvre. C'est un peu plus long, parce qu'à chaque fois, il faut donc relever le coffrage. Et donc, nous, on l'a mis en œuvre par projection, comme sur la photo qui est en haut à gauche. Donc, le gros avantage de la projection, c'est que on va délivrer l'ensemble des matériaux à rez-de-chaussée. On récupère donc des ballots de chanvre. Ici, donc c'est un chanvre qui est produit par Chanvribat et puis qui est associé avec une chaux qui est la chaux thermo de Tradical. Et donc l'ensemble de ces matériaux sont ensuite associés dans une machine. On a le chanvre qui part d'un côté, et puis dans une cardeuse, et d'un autre côté le lait de chaux, et l'ensemble se fond dans la lance dans laquelle le lait de chaux est pulvérisé, ce qui fait que la chaîne Voth traverse un nuage de chaux, et elle est complètement enrobée par la chaîne Voth juste avant donc d'être projetée sur le mur. On arrive à des cadences qui peuvent être très très importantes, puisqu'on peut projeter sans trop de difficulté jusqu'à 10 mètres cubes par jour. Donc là, en l'occurrence, notre chantier qui fait à peu près 500 mètres carrés un peu plus de 400 mètres carrés de plancher. Il y a 280 mètres habitables, mais 400 mètres carrés de plancher. La projection a duré à peu près 3 jours pour l'ensemble du bâtiment. Donc on a projeté du béton de chanvre sur l'ensemble des façades en 12 cm côté intérieur. Et donc, ce qu'expliquait Monsieur Javaudin sur la question du confort, c'est vachement intéressant parce que et donc là, on est très très
évidemment intéressé de pouvoir travailler avec le CEREMA grâce justement au CAUE, comme l'expliquait Marcella. C'est une chance parce qu'on a besoin de capitaliser de la connaissance sur ce matériau. On sait que le béton de chanvre, c'est un matériau qui a beaucoup de qualité, mais on n'a pas encore de formule mathématique, physique, qui nous permet de valoriser ces qualités. Donc aujourd'hui, on n'en tient pas compte dans nos calculs. Donc on sait globalement que nos bâtiments, ils sont toujours mieux dans la réalité que ce qu'on a pu imaginer dans nos études, mais maintenant on a besoin de chiffres. Donc c'est probablement ce que va nous permettre cette étude, on l'espère. Et donc, je vais terminer ma présentation par un tout petit mot comme ça sur la question particulière du confort hygrothermique du béton de chanvre. Donc, sur cette image, vous voyez que c'est une image qui vient d'un autre chantier où, avec un thermomètre donc infrarouge, en mesurant donc la température de surface d'un mur, en plein été, alors qu'il faisait 30 degrés et que le chantier était tout ouvert, à tous les vents, il n'y avait pas de fenêtre encore, la température des murs n'était que de 16 degrés. Et quand on rentrait sur le chantier, on avait le sentiment, exactement comme ce que disait David, on avait le sentiment très étrange de rentrer dans une cave alors qu'on n'était pas dans un sous-sol, enfin, c'était dans des maisons particulières qui étaient construites en chaux-chambre. Et donc, comment ça s'explique? Ça s'explique à travers cette notion de température ressentie. Et la température ressentie, on peut l'approximer en disant que c'est la moyenne de la température de surface des murs et de la température de l'air. Et le béton de chanvre, il va être très intéressant parce qu'il va modifier la température de surface des murs. Donc là, en l'occurrence, quand la température était à 16 degrés sur les murs, 30 degrés température de l'air, ça fait une température ressentie moyenne de 23 degrés. C'est 7 degrés donc, de baisse de température grâce à cet effet des murs qui tempéraient l'espace. On a donc un phénomène en été qui va rafraîchir comme ça les ambiances, et en hiver, l'inverse, le béton de chanvre va être légèrement supérieur à la température d'un mur plus classique, de 1 ou 2 degrés, et ça va augmenter le confort du coup et le ressenti dont parlait David tout à l'heure. Alors, il y a un chercheur anglais qui s'appelle Mike Lawrence qui a fait des études pour Tradical il y a quelques années sur un petit bout de mur d'1 mètre carré comme ça, en béton de chanvre de 35 cm, pardon. Et donc, le diagramme qui est à droite montre les courbes de variation de température, qui est la courbe rouge, et d'humidité relative, qui est la courbe verte. Et donc, on est dans un matériau homogène, et donc les lois de la physique, dans un matériau homogène, elles nous disent que la variation de la température, qui est inversement proportionnelle à la conductivité thermique, elle devrait être linéaire. Hein, donc, on devrait avoir une droite entre la paroi extérieure et la paroi intérieure du mur. Or, on n'a pas une droite, puisque vous remarquez qu'il y a un palier. À un moment donné, la température cesse de décroître, elle se stabilise. Et inversement, l'humidité, qui elle aussi croît progressivement, donc de l'intérieur à l'extérieur, elle se stabilise et on a un palier qui est inverse à celui de la température. Donc, ce diagramme, il est très intéressant parce qu'il nous montre par des mesures, quelque chose qu'on a du mal à interpréter encore physiquement, c'est que vous avez donc un transfert d'énergie du fait du changement d'état de la vapeur dans le mur. L'humidité qui traverse le mur, à un moment donné, elle se condense et elle est absorbée par la chaîne Vogt qui est capable de l'absorber comme une éponge dans toutes ces cellules microscopiques. Et donc cette humidité qui est absorbée, elle crée de l'énergie, elle crée de la chaleur grâce au transfert de chaleur latente. Donc c'est exactement quand vous faites bouillir de l'eau, vous apportez une quantité de chaleur très importante à votre humidité, et cette humidité, elle part en vapeur, et cette vapeur, quand elle se recondense plus loin, quelque part sur une fenêtre, sur une glace, elle va à nouveau libérer la chaleur qu'elle a embarquée. C'est quelque chose de très facile à ressentir. Si vous mettez la main au-dessus d'une casserole qui bout, vous verrez que c'est beaucoup plus chaud que si vous mettez la main dans un four à 100 degrés. Alors, faites attention quand vous faites ce genre de choses, évidemment.
Bon, c'est juste pour vous dire que l'humidité, quand elle change, l'eau, quand elle change d'état, elle emporte beaucoup d'énergie avec elle. Et c'est cette énergie qui, dans le mur, peut créer de la chaleur en hiver ou de la fraîcheur en été, parce qu'elle va absorber de la chaleur. Et donc, ça s'explique en partie par, ici, vous voyez des images toujours de Mike Lawrence, donc de la chaîne VOT au microscope, à plus ou moins grande échelle. En bas, c'est à très grande échelle. Vous voyez que l'échelle ici, c'est 50 micromètres. En haut, on est sur une échelle de 100 micromètres. Et donc, on remarque dans la chaîne VOT une structure de canaux qui sont les canaux par lesquels coule la sève, entourés de beaucoup de petites cellules avec une structure microporeuse qui met en connexion ces cellules autour des canaux. Et c'est ça qui permet à la chaîne VOT d'absorber de l'humidité. Et par ailleurs, la chaîne VOT, elle est hydrophobe, hein, donc elle ne craint pas cette humidité. Elle ne va pas être détériorée par la présence de cette humidité dans le mur. Donc c'est un effet qui fonctionne du coup très très bien. Voilà, je vais passer la parole à Camille. Merci. Oui, ça fonctionne. Moi, je vais vous présenter en fait les premiers résultats du coup suite à l'instrumentation sur cette opération. Voilà, sachant que du coup, on a eu un premier hiver parce que les locataires, enfin, les logements ont été livrés à peu près en novembre 2021. Donc, il y a eu des locataires qui se sont installés petit à petit. Donc voilà, nos premiers résultats sont quand même à fiabiliser. On a eu cet été et cet hiver. Voilà, les 4 axes de cette instrumentation. Donc, pour répondre un peu et pour essayer de caractériser la performance du béton de chanvre et de la paroi de l'association, en fait, moellon de pierre et béton de chanvre, on a installé donc différentes sondes dans les appartements. Donc, les sondes noyées dans les murs que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Voilà, donc on en a mis 4 à différentes profondeurs en fait du chanvre pour pouvoir avoir un peu ce profil ensuite du béton de chanvre au niveau hygrothermique. Après, on a aussi mis des sondes de température et d'humidité relative à l'intérieur des logements. Une sonde de température extérieure, donc pour avoir la température extérieure, pour pouvoir comparer. Et aussi, on a mis des compteurs de calories pour relever en fait les consommations de chauffage de chaque logement. Voilà. On aurait voulu faire un suivi pas à pas, mais en fait, on n'a pas pu le faire. Donc, du coup, on peut juste faire des relevés mensuels des consommations de chauffage de chaque logement. Donc voilà, donc du coup, cette présentation, je vais commencer par vous parler un peu des consommations de cet hiver, puis de la résistance aux canicules qu'on a eu cet été dans les logements, et ensuite, on va parler un petit peu du comportement hygrothermique des murs. Donc voilà, alors en fait, on a relevé donc les consommations de chaque logement et on l'a ramené à une consommation par mètre carré par rapport à la surface habitable. Et donc, pour que ce soit plus parlant, en fait, on a comparé ces consommations par rapport à une base de données, donc la base de données Phébus, qui est une large base de données de bâtiments existants. Donc là, on a gardé que les logements collectifs. Et donc, vous voyez où se situe l'immeuble, enfin, les logements de Brunois. Donc, on est à 119,53 kWh par mètre carré Chab. Et donc, on est quand même dans la première moitié, la moitié la plus performante des bâtiments existants. Et alors, on a fait 2 barres. Une première du coup à 119,53 kWh par mètre carré et une seconde qui est à 64,14 kWh par mètre carré Chab. Donc pourquoi on a fait ces 2 choses-là? En fait, on a un appartement où on a eu une dérive, on va dire, au niveau du réglage du chauffage, c'est-à-dire que dans cet appartement qui est situé au dernier étage, on avait presque 50% de la consommation de chauffage rien que pour cet appartement-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu on a fait les 2 calculs en sortant cet appartement parce qu'on s'attend plutôt en fait finalement à avoir des consommations qui correspondent à la barre rouge, voilà, qui est plus à 64 kWh par mètre carré parce que c'est certainement un problème d'équilibrage du chauffage. Donc voilà, après quelques points de vigilance, tous les logements n'ont pas été occupés dès le début de l'hiver, donc ça peut aussi un petit peu fausser les consommations. Il y a peut-être une surconsommation liée à la fin du séchage du béton de chanvre qui avait été mis en place récemment. Et voilà, et cette fameuse dérive.
Donc là, c'est juste la même comparaison, toujours par rapport à cette base de données Phébus, mais en ne gardant que les logements collectifs existants construits avant 1948. Et donc, on est toujours à peu près situé dans la même part, c'est-à-dire qu'on est quand même plutôt pas mal. Donc ensuite, le confort d'été, bon, bah, ça c'est juste pour remettre un peu dans le contexte. Hein, cet été, on a eu un été particulièrement chaud, avec beaucoup de canicules, voilà, à la fois au mois de juin, juillet et août. Donc ça nous a permis de voir vraiment la résistance de ces logements face au chauffage, face aux grandes chaleurs, aux fortes chaleurs. Donc je vais d'abord vous parler du petit tableau en bas. En fait, on a fait un calcul alors simplifié du degré heure. Le degré heure, en fait, c'est un nouvel indicateur qui est apparu avec la nouvelle réglementation environnementale 2020. Donc en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à calculer le nombre d'heures où on dépasse la température de confort, donc de 26 degrés globalement, et aussi le nombre de degrés par rapport à ce niveau de confort de 26 degrés. Et donc ça nous donne des degrés heure. Alors quelques points de vigilance, parce que dans le calcul réglementaire, en fait, on se base sur le scénario météorologique de 2003, où il y a eu une canicule de 2 semaines globalement. Là, on a les résultats mesurés sur l'été 2022, donc avec des canicules quand même beaucoup plus fortes. Donc forcément, on est un peu au-dessus. Et puis, c'est aussi, quand on fait le calcul réglementaire, on imagine un comportement, on va dire, optimal par rapport aux occupants, donc en termes d'ouverture des fenêtres la nuit pour faire baisser en température, etc. Là, on est dans des conditions réelles, avec des comportements des usagers qui ne sont pas forcément optimum. Donc voilà, on attend aussi beaucoup. En fait, on a fait passer des questionnaires. Enfin, le CAE a mené des entretiens avec les occupants. Et donc, on attend ces retours pour essayer de mettre en corrélation avec nos résultats. Troisième point de vigilance, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on a globalement pas mal d'appartements qui sont en dessous du seuil haut de la réglementation 2020. Ah oui, c'est ça le troisième point de vigilance, pardon. C'est que dans le calcul réglementaire, on considère qu'on a un confort adaptatif. C'est-à-dire que quand on est soumis à de fortes chaleurs, au bout d'un moment, notre seuil de confort, finalement, il va passer de 26 degrés à 28 degrés. Et là, on a fait un calcul simplifié, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé que pour tous les degrés qui dépassent 26 degrés. Donc, voilà, il y a ça aussi. Donc, globalement, Donc, globalement, des logements assez confortables. Il y a quand même 2 appartements qui dépassent donc le seuil haut de la RE 2020 d'après notre calcul simplifié, 301 et 203. Et l'appartement 302 et 102 qui sont un peu limites. Voilà. Et donc ensuite, au-dessus, en fait, on a fait le calcul des fréquences cumulées d'heures où on dépasse en fait ces fameux seuils de confort. Donc on a pris les cas les extrêmes, on va dire, hein, donc celui qui était le plus confortable, enfin celui où on dépassait le moins. Donc l'appartement 101, où on voit que finalement on a 115 heures au-dessus de 28 degrés sur l'été, par rapport au plus défavorable, où on est à 520 heures au-dessus de 28 degrés. L'appartement 301. Donc ici, c'est donc un graphique qui vous montre les températures mesurées. Donc sur 5 jours en août, donc un peu au plus fort de la canicule au mois d'août. Et donc la ligne grise plus épaisse, c'est donc la température extérieure, et puis tous les autres, ce sont les températures mesurées à l'intérieur des logements. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand même les extrêmes sont assez lissés, hein. On n'est jamais à plus on est toujours 6 degrés minimum en dessous de la température maximale atteinte à l'extérieur. Et on dépasse rarement là sur celle-ci les 29 degrés. Par contre, on a un déphasage dans le temps qui est assez faible, hein. Voilà, on n'a que 2 heures de déphasage dans le temps. Et donc ensuite, on a fait un petit zoom juste sur les 2 appartements, toujours les extrêmes. Et donc c'est là aussi où on attend pas mal de compléter avec le retour des entretiens aux occupants. Parce que là, on voit par exemple l'appartement 101 qui arrive quand même bien à redescendre en température la nuit.
Donc certainement qu'il ouvre ses fenêtres pour pouvoir bénéficier justement de la fraîcheur nocturne, alors que l'appartement 301, lui, il redescend jamais trop en température. Voilà. Par contre, oui, l'appartement 101 remonte aussi pas mal en température finalement en journée. Donc est-ce qu'il ouvre aussi les fenêtres la journée? Enfin, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Et donc là, voilà, donc là c'est en hiver, donc c'est une moyenne sur un mois en hiver du profil dans une façade du chanvre. Donc vous avez voilà, le côté extérieur qui est de ce côté-ci, et puis on va vers l'intérieur de la paroi, donc vers la droite. Et donc ce qu'on remarque notamment, c'est que en fait finalement l'isolation elle se joue surtout dans les 4 premiers centimètres de chanvre. Voilà, c'est là où on a la plus la plus grosse différence de température en fait finalement entre les capteurs 1 et 2. Ah, d'accord. Je vais peut-être conclure. Alors là, c'était juste pour montrer qu'on bénéficie quand même de l'inertie assez lourde de la pierre. Et puis finalement, le volume intérieur, en fait, vous voyez, dans la paroi, finalement, les températures sont pas si chaudes que ça. Donc en fait, on est surtout chauffé par les apports solaires plutôt que par la transmission thermique qui se fait dans le mur. Voilà, si on n'a plus trop de temps, on peut peut-être... Et donc voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire de ces premiers résultats qui sont encore une fois à fiabiliser, parce que le premier hiver, voilà, il y a eu des petits problèmes au niveau du chauffage et puis les occupants n'étaient pas encore bien installés. Donc on attend vraiment, vraiment de fiabiliser nos résultats sur une deuxième année de suivi. Et voilà. Merci. Finir, mais vous l'avez déjà compris, tout l'intérêt de cette étude, c'était d'avoir des données précises, analysées pour pouvoir, nous, CAE, on travaille avec les collectivités, avec les particuliers, et cette démarche de la sensibilisation sur les matériaux biosourcés, ça, on les mène depuis un moment et jamais on avait eu le retour aussi précis. Je tiens à remercier aussi l'équipe parce que tout le monde doit jouer en qualité et en qualité humaine et technique. Et aujourd'hui, juste passer vite fait, mais je me permets, il y a eu un retour sur 3 choses qui nous intéressent. C'était la mise en œuvre, c'est-à-dire on a fait tout un repérage photographique de la période de chantier et aussi des vidéos qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sensibiliser. On a fait aussi sur la démarche de visite de chantier qui nous a permis de sensibiliser. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce aussi à des architectes du patrimoine qui ont visité le chantier et ils nous ont fait la démarche aujourd'hui pour pouvoir y être. On a fait une exposition de 7 panneaux de 70 par 1 mètre, 1 mètre 20, qui permet aussi la lecture, c'est itinérante, donc on la prête, on l'amène. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va la présenter à niveau départemental de l'Essonne, dans la communauté de la transition énergétique. Et pour finir, ce que disait Camille tout à l'heure, on l'a inscrit cette année sur la démarche aussi de l'Observatoire de la qualité des logements d'Île-de-France qui mène, parce que je suis chargée pour les 91, sur l'analyse des fiches des logements en Île-de-France. On a à peu près 68 ou 70 fiches. Il y a un libre accès et cette année, il y a depuis 2 ans qu'on cible la rénovation. Et donc, pour Brunois, on a mené les entretiens et la semaine dernière et le retour, comme disait Camille, on voit que le comportement ça aligne les comportements et les analyses que Camille venait de présenter. Et tant qu'il y a des logements qui ouvrent la fenêtre en été, et on l'a confirmé. Mais en général, le rapport, et on va confronter tout ça et aussi avec le plan habité. C'est pour ça qu'on s'est permis de mettre un plan. On constate ce qu'il a été pensé pour le plan habité et le mode de vie de la personne qui habite. Donc, tout ça va être en libre accès pour tous et on tient à pouvoir encore valoriser cette expérience parce qu'on l'amène encore pour une année encore d'observation.
Donc, l'objectif de l'étude du CIE, ça vient, et en espérant que va suivre encore l'année qui vient avec des résultats beaucoup plus précis. Merci à tous. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très complète et qui nous permet de découvrir donc du coup des études thermiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir de façon aussi poussée. Je vais laisser la parole dans l'assistance, à savoir s'il y a des questions pour les différents participants. Bonjour, Benjamin Péréa, je suis architecte des bâtiments de France dans le Val d'Oise. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les écarts de relevé du coup que vous nous avez présentés à la fin. Est-ce que les écarts qu'on a entre les différents niveaux ne seraient pas dus aussi à la différence d'épaisseur des murs en pierre dont vous avez parlé au début, entre les 80 cm qu'on a en rez-de-chaussée et les 40 cm qui sont relevés au dernier niveau, et qui du coup pourraient permettre aussi de trouver le bon rapport d'épaisseur entre le béton de chanvre qui est égal entre tous les étages et la bonne épaisseur de mur pour obtenir du coup la meilleure option à retenir sur ces rénovations. Oui, c'est une bonne question. Il faut peut-être qu'on creuse un peu effectivement nos résultats. Après, à première vue, voilà, c'est vrai que j'avais pas réussi à forcément trouver une distinction claire en fait entre est-ce qu'on a tel résultat sur telle façade, enfin telle orientation et sur tel niveau, et en fait c'est un peu mélangé. Donc je pense qu'il y a beaucoup les usages qui jouent, mais voilà, c'est à creuser nos résultats. Une question là-bas. De votre côté. Merci, bonjour, Patrick Gironnet, je suis le chef de l'UDAP du Tarn. Merci pour votre intervention qui était très, très intéressante. J'ai deux questions. La première, suite à la mise en œuvre du béton de chanvre, on a vu que c'est à peu près 12 cm. Quel est le temps de la durée de séchage? C'est la première, à partir de laquelle vous pouvez mettre, disons, les derniers, j'ai vu qu'il y avait du placo, ou après la dernière finition intérieure. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est cette technique que vous utilisez est liée sur une enveloppe d'un gros œuvre d'une maçonnerie en pierre. Est-ce que, selon vous, cette technique pourrait être utilisée aussi sur du pan de bois, en sachant que le pan de bois traditionnel, disons, dans son remplissage, étant réalisé dans les règles de l'art, est-ce que du côté intérieur, on pourrait envisager d'appliquer, de projeter du béton de chanvre, de faire une contre-structure comme ce que vous présentez à l'heure actuelle? Alors, le temps de séchage pour le béton de chanvre, c'est un peu variable en fonction des conditions extérieures. Dans les règles professionnelles, on indique que c'est 1 à 2 cm par semaine. Donc, du coup, là, on avait 12 cm, et donc, je pense qu'on a dû à peu près avoir 6 semaines de séchage, hein, il me semble. Voilà, donc là, on était à peu près 2 cm par semaine. Ça va dépendre aussi, le séchage, des contacts avec l'extérieur du chanvre. Là, on avait donc projeté contre un mur, hein, donc le chanvre, il a respiré que d'un côté. On était globalement assez ouvert. Il n'y a pas du tout eu besoin de mettre déshumidificateur, ventilateur ou autre, hein. Il a séché de façon complètement naturelle. Ce temps de séchage, souvent, c'est perçu comme un problème. Je tiens à préciser quand même que c'est en général quelque chose qui s'intègre très bien dans les délais de chantier, parce que quand on a fini le chanvre, eh ben, on a dû faire les menuiseries. Enfin, il y avait d'autres choses à faire avant d'attaquer vraiment les finitions intérieures. Pour répondre à votre deuxième question, le chaud chanvre, on l'a vu ici dans un emploi qui est projeté contre des maçonneries existantes. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais
j'ai pas évoqué la question centrale avec ce matériau, c'est la question de la capillarité. Donc la chaux et la chaîne vote constituent un matériau qui a une très grande capillarité, ce qui lui permet de conduire l'humidité avec beaucoup d'efficacité. Ça se marie donc très bien avec les maçonneries anciennes qui sont aussi des maçonneries avec de la capillarité dans la pierre ou les mortiers. Et souvent dans les remplissages, dans les pans de bois, on a des matériaux aussi avec une forte capillarité. Donc globalement, tout ce qui a besoin de rester ouvert au transfert de vapeur, ça marche très très bien avec le béton de chanvre. Après, on peut aussi préconiser du béton de chanvre sur un parpaing ou un voile de béton. C'est moins fusionnel, on va dire, dans le fonctionnement, mais ça reste un matériau très grand, très intéressant du point de vue écologique et très intéressant du point de vue du confort dans une situation comme dans l'autre. Et je voulais juste terminer sur les pans de bois, parce que les pans de bois sont très proches des systèmes qu'on utilise dans la construction neuve. On fait aussi des murs ossature bois remplissage béton de chanvre. Donc c'est un pan de bois moderne. Donc on pourrait aussi dans des pans de bois trouver un béton de chaux et chanvre, ça existe dans certains projets, sur l'intégralité du mur. C'est-à-dire qu'il y a des cas où le pan de bois, on ne conserve que la structure en bois. On peut totalement remplir ça en béton de chanvre sans problème. Et laisser le pan de bois éventuellement apparent ou enduit à l'extérieur. Les deux situations sont possibles. Je profite du micro. J'ai une question un peu complémentaire sur le système de ventilation que vous avez utilisé. Est-ce que c'est un système traditionnel mécanique? Et est-ce que ce système de parois donc, transpirantes, perspirantes permettrait d'absorber l'humidité et de profiter de mettre en place un système de ventilation naturel et non plus assisté mécaniquement? Oui, absolument. Alors, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine étude avec le CEREMA, parce que pour l'instant, on avance progressivement. Mais si on réduisait un petit peu les pertes liées à la ventilation, les pertes d'énergie liées à la ventilation, ça ferait un deuxième gain très important avec ce genre de matériaux. En même temps, avec la période Covid, on voit bien qu'on a besoin de ventiler. Ça reste un besoin très, très évident dans tous les espaces clos. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on constate, il y a plusieurs études qui ont fait ce constat dans des bâtiments en béton de chanvre. On s'aperçoit que les débits de ventilation sont inférieurs quand on a des ventilations hygroréglables. On a globalement des débits de ventilation qui sont inférieurs à ceux qu'on a dans des bâtiments dans lesquels il n'y a pas ce genre de régulation hygrothermique. Donc ça a bien un effet. Le matériau permet de réduire un petit peu les débits. Je complète par rapport aux entretiens qu'on a menés. La plupart, la semaine dernière, il y avait la fenêtre, donc ils nous disaient que la ventilation c'était complètement naturel, et tant que la sensation intérieure, il est tellement de confort, il n'y avait pas de froid, que la situation de pouvoir ouvrir à ventiler, il n'y avait pas la crainte de refroidir l'appartement. Donc c'est aussi tout ce type de données qu'on est en train de creuser avec les données du CEREMA pour avoir des situations plus précises au comportement aussi de l'habitant. Architecte des bâtiments de France dans le Maine-et-Loire. Pour répondre sur les pans de bois, en fait, on est en train de l'expérimenter. Alors, je ne viens pas pour répondre, j'ai des questions à poser, mais on est en train d'expérimenter à la Maison d'Adam, qui est un monument classé, ce travail sur le chaud-chanvre. On avait des vrais problèmes et on a mis en place des tests Wi-Fi parce que c'est un bâtiment qui est très haut et très exposé au vent, du coup très défavorable pour le pan de bois. C'est assez unique dans sa disposition. Et on a fait beaucoup de tests et on a conclu sur justement un béton de chanvre en toute épaisseur. Et la question qu'on est en train de débattre, et je vous la pose, c'est on hésite entre le chaud-chanvre projeté et le mise en œuvre plus traditionnel. Et la question de séchage est vraiment au centre. Et par exemple, pour les enduits à la chaux, quand on fait un béton projeté, un enduit, un mortier projeté, les difficultés qu'on trouve sont d'avoir déjà un rendu qui est beaucoup trop lisse, mais aussi d'avoir une compacité trop importante qui du coup fait mal respirer la pierre. Et ensuite, quand on compacte un enduit à la projeteuse,
on déshydrate l'enduit beaucoup plus rapidement parce qu'en se compressant, l'enduit renvoie de l'eau et du coup, on a un risque de faïençage qui est beaucoup plus important. Mais là, on parle de chaux et de sable. Est-ce que pour le chaud-chambre, on a ce problème de compacité trop forte ou pas? Peut-être que c'est certainement pas à la même pression, pas aux mêmes barres de pression. Et est-ce qu'on a un sujet de déshydratation des enduits ou pas? Autrement dit, pourquoi vous préférez l'enduit projeté que l'enduit mis en œuvre en coffret ou traditionnel? Et est-ce que ça influe sur le temps de séchage de ce béton de chanvre? Effectivement, disons que je pense que la projection du chaud-chambre ne fonctionne pas exactement comme la projection des enduits, parce que ce n'est pas du tout les mêmes matériaux, et que je vous ai dit, la chaîne vote arrive d'un côté, et elle traverse un nuage en fait de chaux, parce que la chaux elle est pulvérisée dans la lance. Hein. Et donc globalement, quand on projette, on a un mélange qui est relativement sec. Au sens où c'est pas coulant, hein, c'est vraiment la chaîne vote qui est juste enrobée d'une fine couche de chaux et elle se colle directement au moment de la projection. Et donc, ce qui est intéressant avec la projection, c'est qu'on va utiliser moins d'eau que si on fait un mélange à la bétonnière ou avec un malaxeur, parce que dans ce cas-là, on va mélanger le lait de chaux et la chaîne vote directement dans le malaxeur. Et donc la chaîne vote va puiser un petit peu d'eau, elle va absorber un peu d'eau entre ce moment de fabrication et le moment où elle sera mise en œuvre. Donc on a un mélange plus humide quand il est banché que quand il est projeté. Et par ailleurs, la projection, elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de conserver un matériau avec un mélange, l'agrégation des particules de chaîne vote par la projection en fait un matériau qui sera plus isolant que si on le tasse un petit peu et quand on le met en œuvre par banchage. Et il sèche plus rapidement s'il est projeté, absolument. Je vais, avant la dernière question, je vais juste demander à la personne qui a garé sa voiture sur le parking, voilà, forcément ça arrive, sur l'allée, de bien vouloir dégarer sa voiture si c'est quelqu'un qui est ici, parce qu'il y a des petits soucis de circulation. Je ne sais pas si des gens sont venus en voiture et se sont garés du coup dans l'allée qui mène à la médiathèque, sur la rampe, ouais. C'est toi, Roland ? C'est une Toyota grise, pour ne pas le dire. Voilà, donc si c'est pas vous, voilà, sinon merci de bien vouloir, voilà. On va du coup procéder à une toute petite dernière question avant de passer à la présentation suivante. Alors, je vais pas pouvoir, je sais qu'il y a beaucoup de questions, que le sujet est très intéressant. Je vais vous inviter à continuer le débat plutôt après avec les différents intervenants. Donc, une dernière question et puis après, on passe à l'autre présentation. D'accord. Moi, c'est simple, c'était bonjour, Roland Paltekian, chef du bureau des sites patrimoniaux et du patrimoine mondial. C'était pour les remontées capillaires. Comment vous avez traité avec le sol? Parce que c'est un sujet, théoriquement, les remontées pas capillaires. Oui, on a. Alors d'abord, on a traité dès le sous-sol parce que dans le sous-sol, on est resté, on a rénové les sous-sols, hein, mais on a laissé les murs respirer, on a laissé aussi le sol respirer pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui remonte dans les murs. Et ensuite, on a un enduit au niveau du soubassement qui est un enduit avec de la pouzzolane qui absorbe les sels qui peuvent éventuellement sortir dans le cadre de la remontée. Mais globalement, comme le complexe respire, on n'a pas de remontée capillaire qui vont remonter dans la maçonnerie. Hein. On est bien dans un fonctionnement qui est très perspirant. Donc c'est très, très efficace de ce point de vue-là. Merci du coup pour vos questions. Merci beaucoup pour toutes les questions et un grand merci à nos intervenants pour cette table ronde.